Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez tous affreusement bien. Contente de vous retrouver pour ce tout nouveau format sur ma chaîne, les Threads d'horreur. J'avais vraiment hâte de le faire. Au passage, je tiens à remercier Michel et Lisa Marie, un couple d'abonnés adorables qui vient de Belgique. Ils se reconnaîtront. Comme vous me soutenez depuis le début, que vous m'encouragez à travers les commentaires, je tenais vraiment à vous dédicacer cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle sera à la hauteur de vos espérances. J'ai donc pioché 3 histoires paranormales sur Reddit et toutes sur le même thème que je vous laisserai découvrir. Mais avant cela, si ce n'est pas encore fait, éteignez vos lumières et installez-vous bien confortablement. Je n'ai jamais cru aux fantômes, aux esprits ni à toute autre chose de ce genre. Mais il y a quelques années, ma fille de 5 ans m'a fait changer d'avis. Il y a environ 6 ans, ma famille emménageait dans une maison neuve en Géorgie. Cette maison de location nous convenait parfaitement. Celle-ci était spacieuse, avec une immense cour arrière pour que ma fille puisse y jouer en toute sécurité. Le seul inconvénient était le vieil et grand cimetière situé juste derrière notre nouveau chez nous. Ça l'était surtout pour ma femme qui est plutôt du genre superstitieuse. Personnellement, je ne le suis pas et cela ne me dérangeait pas du tout, bien au contraire. J'ai rapidement convaincu ma femme pour qu'elle se promène avec moi dans le cimetière. Après tout, c'était vraiment paisible là-bas. C'était aussi un très joli endroit. Cela devint alors comme notre propre parc et ma famille et moi avions même pris l'habitude de nous balader là-bas. Notre fille courait se cacher derrière les arbustes et les pierres tombales. Elle sautait en criant « Bouh !» quand ma femme et moi passions devant. Je pensais que nous avions trouvé ici la vie parfaite. J'ai même dit à ma femme que je songeais sérieusement à l'achat de la maison. Cependant, il ne nous a pas fallu bien longtemps pour réaliser qu'il se passait quelque chose d'étrange dans cette maison a priori idyllique. Tout a commencé lorsque ma fille Ava, âgée de 5 ans, s'est mise à jouer avec une amie imaginaire qu'elle appelait Sarah. Au début, ma femme et moi trouvions ça mignon et nous n'y prêtions pas vraiment attention. Nous supposions que notre fille était juste très créative et débordante d'imagination. Presque tous les soirs, lorsque nous étions tous assis à dîner ou à regarder la télévision, nous entendions quelque chose tomber des étagères de la cuisine. Parfois, nous entendions simplement un coup ou deux. Nous n'avons jamais pu comprendre d'où venaient ces bruits et au début, cela ne nous a pas dérangé plus que ça. Mais au fil du temps, ces moments inexplicables se sont reproduits et nous ont vraiment inquiétés. Après quelques mois, les événements étranges se sont amplifiés. Des portes d'armoires s'ouvraient et se fermaient toutes seules. De plus en plus de choses tombaient des commodes et des étagères de la salle de bain. Les fenêtres battaient contre les murs, même en l'absence de courant d'air, nous empêchant de les laisser ouvertes. Celles-ci finissaient par claquer et faire un bruit si fort que les tableaux tremblaient contre les murs. Une fois, nous avons même appelé la police municipale parce que nous pensions que quelqu'un était entré chez nous par effraction. Mais aucune preuve de cela ne fut trouvée. Les policiers nous ont simplement expliqué que parfois les murs des vieilles maisons travaillent, d'où les bruits étranges. Ma femme et moi savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Nous discutions beaucoup de ces phénomènes invraisemblables et cela nous terrifiait. Notre fille Ava disait toujours « Sarah l'a fait, Sarah l'a fait ». D'un ton agacé, ma femme lui répondait toujours « Ok Ava, assez parlé de Sarah, elle n'est pas réelle ». Ava était toujours très contrariée par les propos de sa mère et courait alors se réfugier dans sa chambre en pleurant. Et si Sarah était bel et bien réelle? C'est ce que j'ai fini par me demander, car peu de temps après que ma femme ait commencé à sévir contre l'ami imaginaire d'Ava, les phénomènes étranges et inexpliqués se sont multipliés. Tard dans la nuit, moi et ma femme entendions parfois le crépitement soudain de petits pas qui couraient dans le couloir. Apeurés, nous nous regardions tous les deux, puis nous regardions notre fille qui venait de nous rejoindre dans le lit. Des frissons nous parcouraient des pieds à la tête. Cela commençait à se produire de plus en plus souvent, jusqu'à nous rendre fous. Notre dernière frayeur fut celle qui eut lieu lors de notre dernière sortie familiale au cimetière. Ava courait et se cachait derrière les tombes comme à son habitude. Mais soudain, Ava s'arrêta net de courir et s'immobilisa. Elle était assez loin devant nous. Elle restait là, prostrée, avant que nous ne la rejoignions. Arrivée à ses côtés, j'entendais Ava sangloter.
Surpris, je me suis agenouillée à sa hauteur pour lui demander ce qui n'allait pas. « Sarah n'aime pas cet endroit », m'a-t-elle répondu d'une petite voix sanglotante. Soudain, un sentiment terrible m'envahit alors que je regardais derrière Ava. Ma femme et moi devinrent blêmes. La pierre tombale indiquait Sarah Smith, 1923-1928. Nous avions trouvé Sarah. Elle n'avait que 5 ans lorsqu'elle est décédée à l'âge de notre fille. À ce moment précis, mon opinion sur les esprits changea à tout jamais. Nous avons dit à Ava que nous allions chercher une autre maison. Elle avait l'air triste et d'un timide geste de la main lui a dit « Au revoir Sarah ». La boule au ventre, nous nous sommes éloignés du cimetière, mais une brise légère nous rattrapa. Je sais pas vous, mais moi cette histoire me fait penser au film Sixième Sens que j'ai d'ailleurs adoré. Il date, mais je pense que la plupart connaissent. Sinon je vous le conseille, c'est un classique. Je vois des gens qui sont morts. Ça fait toujours flipper un enfant qui parle à un ami imaginaire. Et encore plus quand tu comprends qu'en fait, il ne l'est pas. J'ai trouvé la fin un petit peu tristounette quand même. Je pense qu'elle et Ava auraient voulu rester amies. Mais bon, après je peux comprendre les parents. Je pense que j'aurais moi-même pris mes jambes à bon coup. On avance d'un cran avec la deuxième histoire qui m'a fait froid dans le dos. Vous allez voir, j'aurais pas aimé être à leur place. Il y a quelques années, je suis partie avec ma famille en vacances dans le sud. Nous séjournions alors durant 2 semaines dans une ancienne et petite maison. Au rez-de-chaussée se trouvait la cuisine, le salon et une salle de bain. Les chambres se trouvaient au 2e étage. Il y avait aussi une salle au sous-sol, équipée de matériel électroménager, mais aussi d'un canapé et d'une télévision. Cette pièce servait aussi de 2e salon. La première nuit, nous avons tous été réveillés par un cri terrible provenant de la chambre de ma sœur. Lorsque mon père y a fait irruption et a allumé la lumière, il l'a retrouvée prostrée dans son lit, criant et pleurant toutes les larmes de son corps. Mes parents se sont assis à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se calme enfin suffisamment pour pouvoir leur dire ce qui l'avait autant fait peur. Elle leur expliqua qu'une horrible puanteur l'avait réveillée et qu'en ouvrant les yeux, elle avait vu les murs entiers de sa chambre recouverts de sang. Il y en avait partout, du sol au plafond, et des traces de mains ensanglantées décoraient la tapisserie. Nous pensions tous qu'elle venait de faire un terrible cauchemar. Mais après ça, elle a refusé de retourner dans sa chambre et est restée dans celle de nos parents pour le restant des vacances. Un soir, ma mère préparait le dîner dans la cuisine située à l'étage. Pendant ce temps-là, mon père était parti faire les courses. Ma sœur et moi étions dans la salle du sous-sol à regarder la télévision quand tout à coup, celle-ci s'est éteinte subitement et l'ampoule s'est mise à griller, nous laissant dans l'obscurité la plus totale. Le sous-sol était inachevé et arborait de vieux murs en pierre, ce qui en faisait un endroit quelque peu effrayant. Pendant quelques secondes, ma sœur et moi, nous sommes juste figés, ne sachant pas quoi faire quand une horrible odeur parvint jusqu'à nos narines. L'odeur était tellement insupportable qu'elle nous a tout de suite donné la nausée. Ça sentait la chair pourrie. L'odeur nauséabonde s'amplifia quand tout à coup, un bruit de grattage se fit entendre. Quelque chose semblait gratter le sol et les murs du sous-sol. Un hurlement s'échappa alors de notre bouche. Il fallait sortir de là, immédiatement. Dans le noir, nous nous empressions de trouver la porte. Tant bien que mal, nous réussissions rapidement à sortir pour nous réfugier à l'étage et retrouver notre mère. Affolée, nous lui avons tout raconté. Ma mère ne semblait pas comprendre, mais a finalement accepté de descendre au sous-sol pour tenter de nous rassurer. Elle voulait remplacer l'ampoule et cherchait à comprendre d'où provenait cette odeur pestilentielle. Elle descendit alors dans le sombre sous-sol, une lampe torche à la main, pendant que nous l'attendions en haut des escaliers. Nous pensions qu'elle reviendrait rapidement, mais le temps qu'elle passa en bas sembla durer une éternité. Soudain, nous l'avons vue sortir de l'obscurité et monter les marches 4 à 4 en courant. Elle claqua violemment la porte derrière elle et la verrouilla aussi vite qu'elle le put. Elle s'est ensuite tournée vers nous, le visage complètement livide. Nous ne l'avions jamais vue dans cet état. Les yeux écarquillés de peur, la respiration saccadée, elle nous ordonna « N'y retournez plus jamais !» Après ça, elle a couru dans le salon pour appeler la police. Nous avons entendu sa conversation téléphonique et avons réussi à comprendre qu'elle avait vu quelqu'un dans la salle du sous-sol. Alors que nous attendions la police, nous nous sommes regroupés dans le salon, fixant la porte maudite. À tout moment, nous nous attendions à entendre quelqu'un frapper dessus ou essayer de la forcer. Ma mère a refusé de nous dire ce qu'elle y avait vu. Lorsque les policiers sont arrivés, ma mère les a accueillis à la porte d'entrée, puis les a conduits à l'intérieur de la maison. Elle déverrouilla la porte du sous-sol et ils descendirent dans l'obscurité, leurs armes chargées en main. Ils fouillèrent toute la pièce du sous-sol, mais n'y trouvèrent rien. Il n'y avait pas d'autre moyen de sortir de là, pas de fenêtre,
ni de porte. Ceux qui s'y trouvaient dedans n'auraient pu passer que par la porte du sous-sol. Après le départ des policiers, d'un ton grave et froid, ma mère a fini par nous révéler ce qu'elle avait vu là-bas. Elle nous raconta que lorsqu'elle avait changé l'ampoule, elle avait soudain commencé à sentir l'infecte puanteur que nous lui avions décrite. Puis un faible bruit de grattage lui était parvenu jusqu'aux oreilles. C'est à ce moment-là qu'elle avait fait parcourir le faisceau de sa lampe torche dans toute la pièce du sombre sous-sol. Elle y avait alors aperçu une silhouette accroupie entre la machine à laver et le sèche-linge. C'était un homme portant des vêtements en lambeaux et recroquevillé sur lui-même. Ses cheveux mi-longs et emmêlés dissimulaient une partie de son visage déformé. Une expression de pure haine s'y dégageait. Il n'avait pas l'air humain. À cette fraction de seconde, il avait levé les yeux vers ma mère, puis avait rampé vers le mur avant de disparaître subitement à travers celui-ci. C'est à cet instant que ma mère, terrifiée, avait laissé tomber la lampe de poche et s'était empressée de remonter à l'étage. Depuis ce jour, plus jamais aucun d'entre nous ne redescendit au sous-sol. Nous avons gardé la porte verrouillée et cadenassée. Chaque nuit, nous dormions dans la chambre de nos parents et vérifions également cette porte. Nous avons écourté nos vacances quelques jours plus tard pour enfin rentrer chez nous. Un salon dans la cave d'une vieille maison, perso, ça m'aurait pas rassuré. Ces filles sont vraiment courageuses. Et respect à leur mère aussi. Moi, à sa place, je serais jamais descendue au sous-sol. J'aurais juste laissé la police le faire, ou j'aurais au moins attendu que mon mari rentre des courses. En tout cas, je me demande bien ce qu'était cette entité. Peut-être un démon, qui sait. Ça me rappelle d'ailleurs un cauchemar que j'ai fait il y a quelques années. C'est bizarre, mais ça m'arrive souvent de faire de faux réveils. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez perturbant. En gros, je rêve que je dors et que je me réveille. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression que je suis réveillée. Je me lève de mon lit et tout, normal. Mais en fait, non. Je dors encore. Je suis toujours allongée dans mon lit. Donc, le jour où j'ai fait ce cauchemar, dans celui-ci, je me lève de mon lit, je sors de ma chambre et en fait, je fais seulement 2 pas dans le couloir et là, je m'arrête net parce que je sens comme une présence derrière moi. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Je me retourne et là, derrière moi, dans l'angle du couloir, en repensant à cette scène, je vous jure, j'en ai encore des frissons. Et bien derrière moi, il y a un petit être, la peau nue, pâle et jaunâtre, assis et recroquevillé sur lui-même, parfaitement immobile. Pour vous donner une idée, sa silhouette ressemble à celle du Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Il a le visage levé vers moi et son visage, si on peut appeler ça un visage, je vous jure, il m'a vraiment traumatisée. Je sais pas comment ça a pu sortir de ma tête. Alors c'est un peu flou, je ne sais plus s'il avait un nez ou pas, mais je me souviens surtout qu'il avait 2 petits yeux tout ronds, comme des billes jaunes délavées, et il me fixait comme ça en coin. Mais en plus de ça, il avait un grand sourire, si on peut appeler ça un sourire. Il n'avait pas de lèvres et toutes ses dents apparentes étaient toutes petites et pointues, tout crispé comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais il avait le visage figé et c'était vraiment terrifiant. À ce moment-là, je me suis réveillée pour de bon. Sauf que là, j'avais trop peur de sortir de mon lit, sortir de ma chambre, parce que je me disais que le petit bonhomme était encore dans le coin là, à me regarder, à m'attendre. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait être pas mal une vidéo où je raconte les cauchemars de mes abonnés. Dites-moi en commentaire si cette idée de concept pourrait vous plaire. Je sais pas si ça a encore été fait en plus. Dites-moi ce que vous pensez de l'idée. Trêve de bavardage. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la 3e et dernière histoire. Après quelques années de vie en appartement, mon mari, moi et notre fils de 16 mois venions d'emménager dans une maison. Notre fils faisait de grosses crises de colère lorsque nous l'emmenions dans sa nouvelle chambre pour qu'il puisse y jouer ou simplement y dormir. Devoir rester seul derrière la barrière de sécurité pendant que nous faisions toutes les corvées nécessaires au redressement d'une maison après un déménagement était insupportable pour lui. Il ne cessait de pleurer et de s'accrocher à la barrière. Peut-être lui fallait-il un petit temps d'acclimatation, mais au bout de plusieurs mois, alors même que nous avions fini de bien nous installer, le comportement de notre fils ne s'améliora pas. Bien au contraire, il ne pouvait pas rester dans cette chambre. Une amie médium de longue date m'a affirmé qu'un poltergeist cohabitait avec nous et qu'il essayait de s'attaquer à mon fils. Cela m'a effrayée plus que vous ne pouvez l'imaginer, puisque j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer de manière rationnelle. À 1 mois d'intervalle, je rêvais d'une épave de voiture, puis de la mort de ma sœur. Peu de temps après, ma sœur perdit la vie dans un accident de voiture. Donc je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent vraiment pas s'expliquer. Pour mon ami, le moyen d'empêcher cet esprit frappeur de s'en prendre à mon fils jusqu'à la prochaine pleine lune était de purifier la maison. Je commençais par allumer des bougies spécialement choisies pour leur propriété purificatrice. Ensuite, je circulais dans chaque pièce avec un encensoir, diffusant des herbes sacrées comme la sauge et le romarin, tout en récitant des prières de protection apprises par mon ami.
Dans chaque coin de pièce, je plaçais des cristaux sélectionnés pour leur énergie positive, créant ainsi un réseau protecteur tout autour de nous. J'aspergeais les fenêtres et les portes d'une eau bénite mélangée à des herbes purificatrices. J'ai récité des bénédictions et demandé à l'univers de protéger cet espace sacré. Mon ami nous avait mis en garde. Veillez bien sur votre fils en attendant que la purification agisse. Le jour, ne le lâchez pas des yeux. La nuit, dormez avec lui. Serrez-le fort contre vous jusqu'au petit matin. Chaque soir, notre petit garçon dormait dans notre lit. Je veillais toujours sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors qu'il s'était blotti contre moi, j'étais si paisible qu'en seulement quelques minutes, je me suis égarée dans un profond sommeil sans même avoir eu le temps de voir les yeux de mon fils se fermer. Je l'ai serré encore plus fort contre moi en criant qu'il ne pourrait pas le prendre et à cet instant, la force invisible a lâché net. Le lendemain, j'ai rappelé mon ami médium pour lui expliquer ce qui s'était passé. Le jour même, elle est venue créer une bulle de protection si puissante autour de mon fils que même moi, qui n'ai presque aucune compréhension du pouvoir, pouvais la voir. Après ça, mon fils s'est immédiatement apaisé et il a de nouveau pu se rendormir dans sa chambre. Un soir, j'ai appelé mon mari pour qu'il rentre plus tôt du travail, mais quelque chose semblait vouloir l'empêcher de venir jusqu'à moi. La voiture s'est arrêtée plusieurs fois sur la route. Le lendemain, lorsqu'il a vérifié l'état de sa voiture, il a trouvé 3 tuyaux d'aspiration débranchés à l'arrière du moteur. Or, ceux-ci ne pouvaient pas se détacher tout seuls d'eux-mêmes. C'était techniquement impossible. Je ne pus m'empêcher de repenser à ma sœur défunte et l'angoisse me submergea. Il me reste encore 6 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Je dois continuer à bénir notre maison et à protéger ma famille de ces énergies invisibles et dangereuses. Alors là, pour le coup, c'était pas comme dans la première histoire, l'esprit était clairement malveillant. Faut vraiment bien choisir où l'on déménage. Moi aussi, j'entends des grattements dans les murs de ma chambre. Mais comme ma maison est neuve, je sais que j'ai une petite colocatrice dans mes murs. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que je me trompe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de cimetière derrière chez moi. J'espère que cette première série de threads vous a plu. Je serais curieuse de savoir laquelle de ces 3 histoires vous a le plus effrayé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'aime bien discuter avec vous. Et si vous avez des histoires paranormales à me raconter, vous pouvez me les envoyer à mon adresse mail qui s'affichera en barre de description. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.